Donc, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre webinaire Accompagner un jeune en crise de santé mentale. Je m'appelle Patricia Estebrooks et je serai votre animatrice ce soir. Avant de commencer, j'aimerais prendre un moment pour souligner que nous, la Fondation du Nouveau-Brunswick pour l'adoption, sommes une entité provinciale. Nous reconnaissons que nous travaillons sur le territoire traditionnel non cédé des Wolastoqiyik, des Mi'kmaq et des Passamaquoddy. Ce territoire est régi par les traités de paix et d'amitié que ces nations ont signés pour la première fois avec la couronne britannique en 1726. Ces traités ne portaient pas sur la cession des terres et de ressources, mais reconnaissaient les titres des Mi'kmaq et des Wolastoqiyik et établissaient les règles de ce qui devait constituer une relation permanente entre les nations. Nous, le personnel et les membres du conseil d'administration, témoignons notre respect aux anciens, passés et présents, et aux descendants de cette terre. Nous rendons hommage aux gardiens du savoir et sollicitons leur conseil dans nos efforts pour établir des relations plus étroites avec les populations autochtones du Nouveau-Brunswick. En tant qu'organisme axé sur les enfants vulnérables du système de prise en charge, nous exprimons ces mots avec humilité et espoir. Ce soir, notre objectif est de vous outiller pour naviguer dans le système de santé lors d'une crise de santé mentale chez votre enfant, tout en validant la réalité émotionnelle que vous traversez en tant que parent. Nous avons la chance d'accueillir Roxane Terrien, infirmière en santé mentale communautaire, qui nous aidera à mieux comprendre ce sujet. Je sais que je lis, là, je m'excuse, mais je suis juste pas sûre de tout couvrir. Avant de commencer, je vous rappelle que la Fondation du Nouveau-Brunswick pour l'adoption est un organisme sans but lucratif qui travaille à promouvoir et défendre les intérêts des enfants pris en charge de façon permanente dans la province. Notre vision est que chaque enfant ou jeune pris en charge de façon permanente par la province trouve une famille permanente. Je voulais aussi partager qu'en plus que nos webinaires, notre réseau offre du soutien à plusieurs occasions. On donne la chance aux familles de se rassembler et d'échanger. Alors, les prochains programmes qu'on a qui arrivent bientôt, on a le 9 et 23 avril, on a un programme qui s'appelle Late Night Talks. Et c'est un groupe de soutien pour les parents adoptifs, les familles d'accueil, les parents de parenté proches ou kinship. C'est pour se retrouver, s'échanger, discuter des défis, des succès qu'on vit avec les enfants, etc. C'est juste vraiment pour se retrouver avec quelqu'un d'autre qui comprend ce qu'on traverse. On a aussi Plus fort ensemble, que c'est la version francophone de la session Late Night Talks. Ça arrivera le 15 avril. On fait ça par Zoom, comme ceci en session virtuelle. Et d'habitude, ça commence à 20 heures. Donc, Plus fort ensemble, le 15 avril, on vous invite à nous rejoindre. Le 16 avril, on a la traversée de l'adolescence. C'est encore un groupe de soutien et c'est pour les parents qui ont des ados et des pré-ados. Et c'est aussi pour échanger, partager. Et puis, quelque chose qui s'en vient un peu plus tard dans le mois, le 23 avril, on a un autre webinaire et c'est comprendre les meltdowns et les shutdowns chez les enfants neurodivergents. Ça, c'en est un qui m'intéresse beaucoup aussi. Donc, j'enverrai l'information pour ça, mais je vous inviterai à visiter notre site web pour voir toutes les autres choses qu'on offre. Une couple de petites recommandations avant qu'on commence. Pour profiter au maximum de la présentation, je vous conseille de passer en mode Speaker View. Vous allez voir, vous avez l'option de faire ça dans votre Zoom. C'est juste comme ça, vous allez voir la présentation et la présentatrice au lieu de voir tout le monde qui se promène autour, là. Et aussi, n'hésitez pas à utiliser la fonction chat pour poser des questions, pour partager des commentaires tout au long du webinaire. Nous, on fera attention aux questions et on les posera à Roxane quand c'est évident ou on les gardera jusqu'à la fin. Vous allez voir aussi qu'après la présentation, quand vous raccrochez, vous allez avoir un petit pop-up qui arrive avec comme 5 questions, puis on vous demande, s'il vous plaît, de prendre le temps de les répondre. C'est juste pour nous aider à mieux vous servir, puis à voir qu'est-ce qui a aidé, qui n'a pas aidé, quels sont peut-être des sujets qui vous intéresseraient pour la prochaine fois. Donc, maintenant, je vous présente notre conférencière. Ce soir, nous avons avec nous Roxane Terrien. Et elle est, comme j'ai dit, elle est infirmière communautaire. N'hésitez pas à poser vos questions et à participer
pendant la présentation. Roxane, je te passe la parole. All right. Fait que bonjour, bonsoir, j'aimerais dire, je m'appelle Roxane Terrien, je suis infirmière depuis bientôt 6 ans. Au cours des 2 dernières années, j'ai choisi d'orienter ma pratique vers la santé mentale communautaire. C'est un domaine pour lequel j'ai développé une réelle passion. Ce travail-là m'a permis d'accompagner des personnes vivant avec divers troubles de santé mentale, puis d'acquérir de l'expérience au sein de services de crise mobile de ma région. À travers cette pratique, j'ai également été sensibilisée à plusieurs enjeux présents dans notre communauté, dont l'itinérance. Animée par un intérêt marqué pour l'entraide communautaire, j'ai eu l'occasion de contribuer à ma façon aux réflexions entourant la mise en place du centre de réchauffement dans ma région. Autrement, j'ai de l'expérience infirmière à l'unité multidisciplinaire de médecine, puis à la salle d'urgence. Mon intérêt pour le sujet de ce soir est profondément ancré, autant dans mon parcours professionnel que personnel. J'ai grandi dans ma famille biologique, qui était, puis est encore, une famille d'accueil. Mes parents puis mes grands-parents maternels ont accueilli des enfants depuis mon très jeune âge, puis c'est une réalité qui m'habite depuis toujours, qui influence encore aujourd'hui ma façon de comprendre puis d'accompagner les gens. Les objectifs de ce soir, ben, d'ici la fin de ce webinaire, vous serez en mesure de reconnaître les signes de crise, d'avoir plus d'outils pour intervenir ou accompagner vos enfants, de mieux comprendre les démarches de consultation et de vous sentir un peu mieux dans votre rôle de parent, tuteur, kinship ou autre. Ne dérange pas si vous n'avez pas aucune connaissance de base à ce sujet. Puis de plus, durant la présentation aujourd'hui, il y aura des opportunités de réflexion par certaines questions qui vous seront posées. Je vous invite à répondre si vous vous sentez confortable. Les partages peuvent être durant la partie de questions et réponses du webinaire, comme que Patricia a parlé, c'est confidentiel. Vous pouvez aussi répondre dans le groupe chat si jamais. Puis finalement, pour des mises en contexte concrètes, je vais vous donner des exemples réels que j'ai vus à différents moments, soit au cours de ma carrière ou dans un peu mon cheminement personnel. Mais sachez que les noms vont être fictifs pour garder une confidentialité. Commençons par une réflexion importante. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus en situation de crise? Je vous laisse une petite minute pour y penser. Puis si je n'aborde pas votre inquiétude d'ici la fin du webinaire, je vous invite à me partager durant la période de questions. Ou vous pouvez écrire dans le chat aussi si vous vous sentez confortable. À quoi peut ressembler une crise de santé mentale, puis comment la distinguer d'une réaction normale? En fait, une crise de santé mentale, c'est un moment où la personne comme la personne qui est dans cet état-là, son équilibre est perturbé. Puis souvent, d'habitude, elle n'a pas les moyens ou les habiletés pour coper avec la situation qui perturbe cet équilibre-là chez elle. Dans cet état, la personne n'agit pas tel pour manipuler son entourage. La personne est tellement submergée par ses émotions qu'elle n'arrive plus à utiliser ses moyens habituels pour faire face à la situation. Elle peut aussi se sentir dépassée, perdre ses repères, avoir de la difficulté à penser clairement ou à contrôler ses réactions. Cette période est souvent intense puis peut nécessiter du soutien rapide. On peut donc s'attendre à des repères tels qu'une intensité émotionnelle élevée, une perte de contrôle de soi, ou même aussi des blocages aux stratégies d'adaptation habituelles que la personne aurait. La crise survient généralement dans des situations malheureuses. Mais par contre, sachez qu'elle peut aussi bien se produire dans des situations positives, parce que les crises ne sont pas déclenchées par un événement en particulier, mais plutôt par la perception que l'enfant a envers l'événement. Les jeunes sont déjà une population considérée comme vulnérable, puis quand ça vient aux divers traumas dont l'enfant a pu vivre, et particulièrement pendant sa petite enfance, c'est des facteurs qui sont aggravants à leur vulnérabilité. Ça, comme ça additionne un petit peu. Alors, quand on considère les troubles de l'attachement ou de l'abandon, c'est des facteurs particulièrement importants à prendre compte. Ce sont des facteurs complexes en soi qui peuvent nous sembler difficilement compréhensibles. Je pourrais parler de ça juste comme pendant toute notre heure de webinaire, mais l'important, c'est de le garder en considération.
La difficulté à verbaliser ou s'expliquer, puis la réactivité émotionnelle accrue sont presque comme des cousins. En fait, c'est difficile d'expliquer comment on se sent quand on comprend même pas bien ses émotions. C'est une situation fréquente que vivent les jeunes, ce qui m'emporte au point suivant. Les attentes inconscientes. Ce sont vraiment les attentes que l'adulte se crée, que l'enfant viendra lui parler en cas de problème ou de situation malaisante. Comme mentionné, les troubles de l'attachement ou les différents traumas qu'a pu vivre l'enfant viennent souvent influencer leur ouverture envers les adultes qui l'entourent. C'est important de prendre un moment pour questionner ses attentes versus les habiletés de l'enfant, puis de ne pas prendre personnellement ce qui se passe par la suite. Souvent, avec le trouble d'attachement, les enfants préfèrent vraiment intérioriser tout pour se protéger, dans le fond. Même si la nouvelle famille est bienveillante, c'est plutôt une question de comment l'enfant a appris à interpréter les relations interpersonnelles. Le point suivant, la neurodivergence, c'est simplement une autre façon pour le cerveau de fonctionner. On pense souvent comme à l'autisme, au TDAH ou à la dyslexie, mais au-delà des diagnostics que je viens de nommer, ce qu'il faut retenir, c'est que ces enfants-là ne vivent pas le monde de la même manière que nous autres. Ils peuvent ressentir plus fort, réagir plus vite, avoir plus de difficultés à s'adapter à certains changements, puis surtout, c'est pas un choix. Chez un enfant, ça peut se voir par une grande sensibilité, une difficulté à s'adapter à certains changements, des émotions intenses. Les réactions peuvent même nous sembler des fois disproportionnées, mais pour lui, c'est bien réel. Puis quand on prend ça en considération, ça change complètement notre façon de voir les choses. Parce que pour l'enfant neurodivergent, le cerveau peut être rapidement submergé. Les bruits, les demandes, les transitions, les émotions, tout peut s'accumuler. Fait que la crise, c'est pas une stratégie pour ces enfants-là, c'est vraiment un signal. C'est un signal que c'est trop, trop vite, trop intense. Ces enfants-là peuvent donc entrer en crise beaucoup plus facilement, plus fortement, puis parfois pour des raisons qui nous semblent mineures. C'est juste que pour eux autres, c'est pas mineur du tout. C'est un moment où ils perdent leur repère ou qui n'ont pas encore les outils comme qu'ils ont besoin pour gérer ce qu'ils vivent intérieurement. Puis dans ces moments-là, ils n'ont pas besoin qu'on corrige leur comportement, ils ont juste besoin qu'on les aide à revenir à l'équilibre. Pour résumer dans un exemple réel, plusieurs points sur la diapositive tout de suite, je vais vous donner l'exemple d'Emmanuel. Emmanuel, il y a 6 ans. Il vient d'un milieu dont la violence physique, c'était une forme de discipline. Dans sa nouvelle famille, il habitait avec d'autres jeunes garçons. Puis un soir, quand le parent ou la tuteur était dans une autre pièce, il y a un des jeunes qui a poussé son épaule par derrière, juste pour faire rire. Mais la réaction d'Emmanuel est immédiatement de crier de forte voix puis de paniquer. Sans répit, Emmanuel se met à changer de pièce. Il fait les 100 pas en criant, en détruisant tout son passage. Finalement, la crise dure 30 minutes. Les parents puis les autres jeunes n'ont même pas eu le temps de comprendre ce qui venait juste de se passer. Après la crise, Emmanuel, lui, n'était même pas en mesure d'expliquer ce qui s'était vraiment passé ou pourquoi il a réagi comme ça. Ceci étant dit, quand une crise fait surface, c'est primordial de considérer les facteurs de vie de l'enfant sous vos soins. Je vais juste prendre une petite gorgée, là. De manière générale, l'escalade de la crise se fait graduellement. Dans certains cas, cette escalade-là peut se produire vraiment rapidement, nous laissant parfois l'impression d'avoir sauté des étapes de la cascade. Aussi, quand on considère les particularités que j'ai mentionnées dans la diapositive précédente, l'enfant ayant ce type de bagage peut parfois déjà se trouver un peu au-dessus de la zone verte que vous voyez dans le thermomètre, même dans ses meilleures journées. Dans la théorie, on aime identifier 4 phases à une crise. Puis pour vous mettre en contexte, je vais ajouter un exemple fictif en perspective aux phases que je vais vous expliquer. C'est l'histoire de Juliette. Elle a 4 ans. Elle doit mettre ses nouveaux souliers pour partir à la garderie. Le parent est pressé puis l'attend à la porte. Donc, dans la phase 1, l'enfant est exposé à une situation perçue comme menaçante. L'enfant essaye ses stratégies d'adaptation ou de résolution de problèmes,
puis ses connaissances acquises pour tenter de diminuer un petit peu ou réduire les conséquences de la menace. Et je dis ça en guillemets parce que, tu sais, c'est pas réellement comme de faire face à un ours, mais tu sais, des fois, c'est pour eux autres, c'est stressant, puis c'est comme une petite menace. Fait que dans notre exemple, Juliette est assise à terre avec ses nouveaux souliers. Les lacets sont plus difficiles que les anciens velcro. Puis elle essaie de faire des boucles comme qu'elle a appris. Elle regarde ses mains, puis elle recommence. Mais les lacets semblent pas faire la boucle comme qu'elle voudrait. Fait qu'elle se parle un peu. Comme ça, ah non. Ce qui se passe intérieurement chez Juliette, c'est un petit stress. C'est la nouveauté avec elle défi, mais elle est capable de mobiliser ses compétences encore. Le patient, excuse-moi, le parent impatient, il dit dépêche-toi là, on va être en retard. À cette étape-là, le stress augmente légèrement, mais l'enfant essaye encore de s'adapter. On passe alors à la phase 2. L'inconfort augmente à mesure que les tentatives des stratégies de résolution de problèmes ne sont pas efficaces. L'insécurité, la désorganisation puis la détresse augmentent. Pour revenir à notre exemple, les tentatives fonctionnent pas. Les lacets se défoncent sans cesse, l'enfant soupire, elle commence à tirer fort sur ses lacets, puis elle s'énerve un petit peu. Fait que les signes visibles, autres que ça qu'on peut observer, c'est un changement dans le ton de la voix de l'enfant. Les mouvements peuvent être un peu plus brusques. Il y a un début de frustration, là. On peut dire c'est un ton frustré ou irrité. Ah, je suis capable. Le parent, lui, sans vouloir mal faire, va dire OK, voyons, c'est pas compliqué, tu sais comment faire. L'impact de ça, c'est comme l'enfant va venir à se sentir jugé ou peut-être même inadéquat. L'insécurité augmente, puis la frustration devient un peu plus détresse. On passe alors à la phase 3. Les ressources internes et externes sont mobilisées pour régler le problème. Les nouvelles stratégies peuvent être essayées, même si elles sont plus ou moins helpful. Si le problème ne se résout pas, l'inconfort et la tension s'accentuent. Dans notre exemple, l'enfant essaye encore, mais de façon désorganisée. Fait que là, elle tire violemment sur ses lacets, elle poursuit bien de lancer son soulier, elle demande de l'aide, mais en même temps, elle refuse aussi. Les signes observables autres que ça, des fois, on peut voir des pleurs, de l'opposition, puis l'ambivalence, c'est comme un peu ce que je viens d'expliquer, là. C'est qu'elle veut réussir, mais elle tolère pas l'échec non plus. Fait qu'elle veut de l'aide, mais elle veut pas, mais c'est comme entre les deux. Fait que le parent, sur un ton plus ferme, va dire OK, c'est assez. Si tu te dépêches pas, là, je décolle sans toi. L'impact à ce point-ci de ça, c'est que là, la menace est vraiment comme perçue. Comme, c'est OK, ça se peut vraiment qu'elle m'abandonne, là, comme elle me laisse à la maison, c'est le rejet, c'est la pression qui embarque. Puis, il se passe avec ça une explosion interne. Il y a trop de tension, puis il n'y a aucune solution efficace. Ce qui nous entraîne dans la phase 4. À la phase 4, la crise n'ayant pas été résolue entraîne une désorganisation majeure. La tension monte au point d'en avoir une rupture des fonctions cognitives et de l'humeur. Le comportement peut devenir irrationnel, auto ou hétéro-agressif. Ça veut dire agressif envers soi-même ou même les autres. Dans notre exemple, la crise éclate. Là, Juliette, elle pleure, elle crie, elle se roule même à bas. Elle peut frapper comme des fois les pieds ou des fois même frapper son soulier à bas ou même elle peut aussi bien lancer tous les souliers qu'il y a dans le garde-robe. Elle refuse toute aide. Puis ce qui se passe à ce moment-ci, c'est vraiment une rupture des capacités cognitives. Ça veut dire de la capacité de résolution de problèmes ou comme le jugement de l'enfant, il est plus là, là. Il n'y a plus d'accès à la logique. De se dire, OK, il faut que je fasse une boucle, là, ça fonctionne même plus. On n'est plus là. On se retrouve dans la réaction émotionnelle pure. Puis dans cette phase-là, même si le parent dit, OK, viens ici, je vais le faire à ta place. La crise, a continue parce que le problème initial qui était les lacets, c'est plus ça le vrai problème de suite en phase 4. C'est, c'est juste le fait que l'enfant est submergé émotionnellement, puis son système est en surcharge, puis même, on peut même y avoir une perte de mémoire des événements dans cette phase-là. J'ai dit beaucoup d'informations. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Juste... Oui, c'est parfait, Roxane. T'expliques vraiment ce qu'on vit souvent chez nous. Puis j'aime ça que tu rajoutes que
c'est des fois, ils oublient. C'est vrai qu'ils oublient. Puis, je trouve que c'est difficile pour nous, des parents, des fois, de même oublier que l'origine de la crise, ça, tu sais, on peut continuer à dire, ah, c'est correct, tes lacets, tu vas les attacher, mais quand l'enfant est rendu à ce point-là, là, ils ont complètement oublié que c'est les lacets, là. Il faut qu'on se concentre plutôt à comment l'aider à se reprendre que à finir ses lacets, là. Donc, tu as vraiment bien expliqué ça, merci. Mhm. Dans une crise, on a souvent le réflexe de vouloir que ça s'arrête vite, de corriger, d'expliquer, de reprendre le contrôle. Mais la réalité, c'est que la compassion sera toujours votre meilleur allié. Parce que derrière la crise, il y a souvent des interprétations qui nous éloignent de ce que vit réellement l'enfant. Ah, il veut juste l'attention. Mais si c'était plutôt un appel à l'aide, ou en parler augmente juste le risque d'éclater nos crises. Alors qu'en fait, le silence, il isole nos jeunes. Ou même des fois, on peut attendre, ah, ça va passer tout seul. Ben, des fois, oui, mais à quel prix on laisse l'enfant se sentir seul avec ça? Quand vous êtes devant un enfant en crise, vous êtes pas seulement devant un comportement. Vous êtes devant un vécu, une histoire, des expériences relationnelles. C'est dans ces moments-là que la première intervention, c'est vous autres. Prendre le contrôle de soi comme parent, c'est essentiel. Parce que dans Tempête, vous devenez le point d'ancrage de vos petits. L'enfant ne cherche plus quelqu'un qui contrôle, cherche juste quelqu'un qui tient le coup avec eux. Alors, on revient aux bases. On assure la sécurité, on ralentit, on diminue les stimulations, surtout, on reste présent et disponible. Puis peut-être le plus difficile, on laisse l'émotion exister. On n'essaye pas de faire taire, on n'essaye pas de corriger, puis on reste pas tout près, mais comme un électronique ou à juste regarder un peu la TV, comme je pense un peu comme ignorer genre l'enfant. On est dans la même pièce, mais on ignore, c'est pas ça que je veux dire. On accompagne l'enfant à traverser la tempête. Ça peut vouloir Ça, dire, oui, juste, parce que j'aime ça quand tu dis ça, parce que ça, c'est quelque chose que je sais que j'ai tendance à faire. Puis on a eu tendance à faire ça quand nos enfants étaient plus jeunes aussi. C'est parce que tu veux qu'ils se sentent mieux. Alors tu dis, pensons à quelque chose d'autre. Oublie, on va essayer de les distraire. Puis non, en fin de compte, il faut qu'ils apprennent à traverser cette émotion puis la dépasser. Tu sais, oui, leur changer les idées, là, ça va pas les aider la prochaine fois à le faire mieux. Donc, c'est bien d'entendre ça. oui, Merci. right. Fait que ça peut vouloir dire justement de parler moins, tolérer le silence, utiliser un ton neutre, calme, puis lent quand on parle. Si la situation nous permet, on peut même faire des reflets simples. C'est comme dire, je vois que c'est vraiment difficile pour toi en ce moment. Ou des fois même, ça peut juste ressembler d'être assis sur le plancher à bas, dans la même pièce que l'enfant, à fixer ta chaise de cuisine en attendant le retour au calme. Le silence vaut souvent de l'or dans des situations, puis c'est un peu comme ça, Patricia, c'est de laisser vivre un peu l'émotion. Ils ont besoin de ça pour apprendre. Parce que parfois, ce qui apaise le plus, c'est pas ce qu'on va dire non plus, c'est comment on est là. C'est un peu comme une partie de tennis. Vous êtes engagé dans une partie. Faut être prêt à recevoir le service dans la partie de tennis, la boule, là. Fait que, avec votre présence et support, c'est votre manière de renvoyer le service. Quand l'enfant vous lance sa balle, ben vous le relancez en étant présent et support. Supportive, là, c'est ça que je veux dire. Nous autres, ce qu'on Euh, fait souvent, c'est on va dans notre point calme, j'amène l'enfant à un, puis je vais commencer à casse-tête. Puis il est là à côté de moi, au début, il est tout énervé encore. Commence le casse-tête, puis là, ça va, puis en fait, puis petit à petit, il commence à faire le casse-tête avec moi, puis là, on trouve la balance. Donc, ça marche, ouais, ouais. c'est ça. C'est C'est ça. Puis des fois, c'est ça. C'est de les distraire comme ça d'une manière différente, sans nécessairement utiliser des mots. Parce que des fois, même bien intentionnés, on peut former nos enfants avec des mots comme calme-toi ou arrête là ou pourquoi tu fais ça. Ils n'ont pas vraiment besoin de se faire dire ça. Dans phase 4, la crise, c'est un peu comme j'ai mentionné tantôt, ils n'ont plus de cognition, ils n'ont plus de jugement, il n'y a plus la logique. C'est juste l'émotionnel qui drive la show, là. Fait que il faut se rappeler que c'est pas le moment d'enseigner. C'est ça que j'essaie de dire, en fait, compte.
En pleine crise, le cerveau n'est pas disponible pour apprendre. C'est juste le moment de sécuriser, de s'assurer que la sécurité est là, puis c'est pas le moment pour corriger. On laisse la crise passer dans la mesure où l'enfant est en sécurité. Si l'enfant ou les gens autour deviennent en danger, vous pouvez simplement rester calme, mais dans un ton ferme, vous affirmez non. That's it. Habituellement, l'enfant, même dans sa tempête émotionnelle, il est capable de comprendre comme elle non, puis le reste des explications pourra attendre à plus tard. Mais dans tout ça, la meilleure intervention commence par le lien que vous avez avec votre enfant. Puis quand on parle de gestion de crise, il n'y a pas vraiment de technique miracle. Il y a beaucoup plus, ça va beaucoup plus avec excusez, la sécurité relationnelle. C'est aussi là qu'on peut prendre du recul après coup, puis faire du mapping. Comprendre l'intensité, la fréquence, la durée de la crise qui vient de se dérouler. Pas pour contrôler l'enfant, juste pour mieux comprendre. Et plus un enfant réussit, avec notre soutien, à mobiliser ses propres ressources pour sortir d'une crise, plus il se construit puis il devient fort et résilient. Parce qu'au final, il faut se rappeler ceci. Un enfant ne réagit pas seulement à qui vous êtes aujourd'hui, mais à ce qu'il a appris des relations par le passé. Dans ces moments-là, vous avez le pouvoir d'offrir une expérience différente. Si on change le regard sur la crise, on passe d'un problème à corriger à un message à comprendre. Dans tout ce qu'on vient de parler, qu'est-ce qui résonne le mieux pour vous autres? Ou je vous invite à en discuter pendant la période des questions. Vous pouvez le typer dans le chat tout de suite, puis on pourra s'en reparler plus tard. Ou si vous voulez l'écrire sur un morceau de papier, on pourra en reparler pendant la période de questions. C'est un petit peu plus confidentiel vu que c'est pas enregistré, mais ça reste à vous autres. Ce qui fait réellement une différence, c'est pas la perfection, c'est la constance, la présence, puis le lien que vous construisez, même dans les moments inconfortables. Oui, il va y avoir du malaise, mais un malaise accompagné d'une présence et d'espoir, c'est là que le changement commence. Parce que le cerveau de l'enfant a une grande capacité de plasticité. Puis à chaque fois qu'il vit une émotion, puis qu'il est accompagné pour la traverser, il développe des nouvelles habiletés. Reconnaître ce qu'il ressent, tolérer l'intensité, puis revenir au calme. Avec le temps, ces apprentissages-là deviennent de plus en plus automatiques, presque des réflexes pour lui. Puis en parallèle, vous aussi, comme parent, vous apprenez à mieux connaître votre enfant, à reconnaître ses signaux, ses déclencheurs, puis ce qu'il a réellement besoin dans ces moments-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas voir la crise seulement comme quelque chose à éviter. La crise a aussi une fonction. C'est dans ces moments-là qu'un enfant est accompagné sans être rejeté, sans être corrigé, qui apprend graduellement à traverser ses émotions plutôt qu'à les fuir ou à en être submergé. Mettez-vous en perspective. Imagine que tu es en train de conduire une voiture. Puis soudainement, il y a une voiture qui te coupe dangereusement la route. Ton cœur s'emballe, ton corps se met en mode alerte. Peut-être que tu cries, peut-être que tu sacs dans ton char, road rage, je sais pas, colère, il y en a qui figent. Mais à ce moment-là, à ce moment précis, là, ton cerveau, ton cerveau émotionnel est complètement en contrôle. Ton cerveau rationnel, lui, est temporairement hors ligne. Maintenant, imaginez que quelqu'un à côté de toi t'a dit calmement, respire, reste calme, pense positif. Honnêtement, est-ce que c'est vraiment ça dans cet instant-là qui va t'aider ou ça va plus t'irriter que d'autres choses? La plupart des gens vont dire, ben, ça rentre pas trop, hein, je suis pas trop disponible pour me faire dire ça. Donc, bien souvent, c'est un peu ça que j'essaie de dire. Le silence vaut de l'or pendant la crise. Autrement dit, vivre la crise avec du soutien permet de construire la résilience. Après la pluie vient le beau temps, comme l'expression le dit si bien. Et cette résilience-là ne se développe pas pendant les moments parfaits. Ça prend vraiment les moments difficiles avec quelqu'un qui reste. Donc, si vous avez parfois l'impression de ne pas en faire assez ou de ne pas le faire parfaitement, rappelez-vous ceci. Ce que votre enfant retient, c'est pas tout ce que vous avez dit de bien, c'est que vous êtes resté. Je vais juste prendre une petite
Après une crise, il y a souvent un moment clé. Mais ce moment clé-là, il n'est pas toujours immédiatement suivant le retour au calme. Selon l'intensité de ce que l'enfant vient de vivre, il peut être autant épuisé qu'avoir couru un marathon. Donc, avant tout, on respecte le rythme de l'enfant, on ne force pas un retour à chaud. On parle plutôt d'une fenêtre d'ouverture. C'est un moment, souvent dans les 24 heures suivant la crise, où l'enfant redevient plus disponible émotionnellement et cognitivement. C'est dans cette fenêtre-là que le lien peut se renforcer. C'est pas un moment pour corriger ou suranalyser. C'est juste un moment pour rejoindre l'enfant simplement. Un retour sur la situation doit rester court, simple et sans jugement. On valide l'émotion si elle est cohérente avec la situation. Ça avait vraiment l'air difficile pour toi. Ou je comprends que tu te sois senti comme ça. Sachez par exemple que la validation de l'émotion, ça ne suit pas la règle du toujours. Si la façon d'agir était pas acceptable dans le contexte de la crise, vaut mieux comprendre que l'émotion non verbale sur la crise que vous avez laissé passer était la façon de valider l'émotion de votre enfant. Si certains comportements n'étaient pas acceptables durant la crise, on garde une nuance importante. On évite d'ajouter les conséquences après coup, comme si la crise était volontaire. Parce que dans une crise de santé mentale, l'enfant est submergé émotionnellement, puis il n'a plus accès à sa logique ou son jugement. Des fois, ils font des choses tellement irrationnelles qu'on pense, voyons, ça n'a pas de bon sens, il faut que je donne une conséquence, mais des fois, c'est même pas, ils n'ont même pas été capables de penser à ce qu'ils ont fait dans ces moments-là, tellement c'était intense. Fait que le fait d'avoir accueilli la crise sans rejeter l'enfant, c'est déjà une façon de valider ce qu'il vivait. On peut ensuite ouvrir doucement une discussion avec des questions ouvertes ou juste ouvrir la conversation, comme dire t'es pas obligé d'en parler tout de suite, mais si jamais, je suis là pour toi. Ou un autre exemple, si on rewind un peu, y a-t-il un moment où ça a commencé à monter un peu l'escalade? Sans pression, sans attente parfaite. La période qui suit une crise, c'est une opportunité précieuse. C'est là que l'enfant comprend, même dans mes pires moments, je suis encore accepté. C'est ça qui va vraiment nourrir la confiance puis l'ouverture de votre enfant. Puis comme je disais plus tôt, chaque fois qu'un enfant vit une crise puis qu'il est accompagné dans un climat sécurisant, son cerveau y apprend. Petit à petit, il développe des nouvelles habiletés à mettre des mots, à reconnaître ce qu'il ressent ou à trouver des façons de s'apaiser. Un peu comme avec le puzzle qu'on fait juste à côté. Bon, finalement, ça a aidé à revenir au calme. Peut-être l'enfant, une prochaine fois, saura reconnaître ça. C'est des apprentissages comme ça qui créent des nouveaux chemins qui deviennent graduellement plus naturels pour eux autres. Puis de votre côté, ces moments-là vous permettent aussi de mieux connaître votre enfant, de comprendre ses déclencheurs puis ce qui l'aide réellement. Après la crise, on revient à quelque chose de simple et prévisible, comme une routine douce, on évite la surcharge, on maintient le lien, même dans le calme. Puis au quotidien, ce qui aide le plus, c'est sûr, c'est les bases solides. Ça fait que c'est la routine stable, la prévisibilité, puis les outils émotionnels, comme des échelles. Il y en a qui je sais qui aiment utiliser des volcans ou les thermomètres, comme j'ai mis sur la diapositive tantôt. Et surtout, du temps de qualité avec votre enfant. En résumé, ce qui se passe après la crise, c'est vraiment une occasion unique de comprendre, connecter et construire quelque chose qui va durer dans le temps. En abordant ce sujet de nature sensible, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé. Le but, c'est de vous sensibiliser au sujet de la crise suicidaire. Le rôle d'un parent, d'un ami, d'un enseignant, c'est pas de résoudre la crise, mais de soutenir, d'orienter le jeune ou l'ado. Le suicide, c'est un phénomène complexe, associé à la souffrance et au désespoir. L'aboutissement à ce type de crise résulte souvent d'une incapacité à la personne à trouver des stratégies ou le soutien nécessaire pour s'adapter à la situation qu'il vit.
Les signes que je vous présente sur la diapositive ne sont pas exclusifs à la crise suicidaire, mais ils peuvent vous servir d'indice pour voir les signes. Si vous craignez le suicide, vous n'avez pas besoin d'avoir les outils d'évaluation. Si vous doutez, vous pouvez directement et clairement poser la question. Est-ce que tu as des idées suicidaires? Il serait fou de croire que poser la question pourrait provoquer un passage à l'acte. Au contraire, ça augmente le sentiment de validation puis ça réduit souvent le stress de la personne qui est souffrante. En plus, ça vous donne une réponse claire à la question que vous vous posez peut-être. Vous pouvez écouter activement. C'est ça, je veux dire par ça, c'est sans interrompre ou sans anticiper les propos. Restez calme et disponible. Évitez de minimiser ou juger. Puis orientez votre jeune ou votre ado vers les ressources fiables. J'aimerais tout de même apporter une petite attention sur l'isolation sociale ou le retrait social. Quand vous prenez soin des enfants ayant des troubles d'attachement, le retrait social peut parfois être comme mal interprété. Comme je vous disais tantôt, les troubles d'attachement, c'est quand même excusez, quelque chose de complexe. Puis des fois, ces jeunes-là ou ces ados-là, ils utilisent le retrait social plus comme un mécanisme de protection de leur vulnérabilité ou de leur insécurité relationnelle plutôt qu'un symptôme d'une humeur dépressive comme chez un jeune typique. Ça nous rappelle que le contexte puis l'histoire de votre jeune va toujours être important à considérer. J'ai mis j'ai une petite mise en contexte fictive, puis c'est juste pour vous aider à avoir un portrait global des changements qui nous emportent à se questionner euh, en tant que parents. Fait que c'est Sophie, elle a 14 ans, elle rentre de l'école, elle va directement dans sa chambre. Au début, ses parents pensaient simplement qu'elle était fatiguée. Mais les semaines passent, elle mange de moins en moins avec sa famille, elle passe beaucoup plus de temps seule, puis elle abandonne les activités qu'elle aimait. Un soir, après une dispute bien banale avec son parent, elle dit de toute façon, vous serez mieux sans moi. Et le parent reste figé sur le coup. Il ne sait pas trop si c'est de la colère, si c'est de la peine ou si c'est quelque chose de plus sérieux. Ce type de phrase, avec les nombreux changements qu'on a observés, mérite d'être pris au sérieux. Est-ce qu'avez-vous remarqué que j'ai mentionné plusieurs types de changements qui se sont additionnés, puis en plus avec la phrase qui reste un peu à ce sujet? Fait que c'est juste pour dire que des fois, c'est pas parce que ah ben je remarque qu'elle s'isole plus que de l'habitude. C'est pas nécessairement juste un symptôme qui fait que. Mais vous êtes tout à mieux de poser la question directement si vous avez des inquiétudes. Le rôle du parent, c'est pas de poser un diagnostic ou de faire une évaluation du risque, mais le parent peut ouvrir la discussion avec son jeune, écouter sans juger, aller chercher de l'aide auprès des professionnels si l'inquiétude persiste ou si le jeune il dit oui, j'ai décidé suicidaire. Quand un jeune exprime un profond sentiment de désespoir, en parler puis aller chercher du soutien peut vraiment aider, autant pour le jeune que pour le parent. Puis bonus point pour l'exemple que vous montrez à votre jeune. Dans ce contexte-là, j'aimerais juste aussi vous mettre la puce à l'oreille qu'il existe une mesure d'urgence d'exception qui permet, qui permet de priver la personne de son droit de liberté pour une hospitalisation. Puis on appelle ça la Formule 1. Puis dans le jargon hospitalier, des fois, on peut entendre la Form 1. Ça, c'est vraiment une admission involontaire pendant 72 heures à l'unité de psychiatrie. Ce type d'admission-là est réévalué après 72 heures. Il peut être prolongé si nécessaire, mais il faut savoir que ce type d'hospitalisation-là, c'est pas pris à la légère, parce que le médecin va contre la volonté du client ou du patient ou de votre jeune, puis qu'il y a même un tribunal pour assurer le besoin de ce type d'admission-là. Je peux te poser une question pour ça, Roxane. Mhm. Je me demande juste, quand on fait affaire à un jeune, donc un enfant de moins de 16 ans, disons, et qu'on, Mhm. justement, on arrive à l'hôpital parce qu'on pense qu'il y a une crise suicidaire, est-ce que dans ce cas-là, c'est quand même le même forme 1 ou parce que c'est La- le parent qui décide, pas l'enfant à ce moment-là, oui?
Oui, 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 c'est ça. Je vous laisse plus ce petit point-là juste pour que vous sachiez que ça existe. Tu sais, des fois, on accompagne pas nécessairement notre enfant, on accompagne un proche à travers ça. Par exemple, un frère, un cousin, un ami qui est un adulte, mais qui dit non, moi, je vais pas à l'hôpital, non, mais il est suicidaire, puis il affirme. Il existe une Form 1 ou une Formule 1 qui oblige l'admission à l'unité psychiatrique pour 72 heures. Est-ce que tu Ça, sais oui, qu'est-ce dans le qui cas est des enfants, ça peut l'âge? être un... Pardon? Est-ce que tu sais, par exemple, qu'est-ce qui est l'âge? Je me demande comme un jeune de 16 ans. Est-ce que c'est le parent ou le jeune qui décide dans ce cas-là? Est-ce que tu sais? Euh, Est-ce que tu veux dire pour la mission Form 1? Oui, comme, parce que si j'amène mon jeune de 13 ans, puis je dis il a besoin de soutien psychiatrique, c'est moi Oui, qui écoute. Mais s'il y a 15 oui. ans ou 16 ans, est-ce que à ce moment-là, c'est le médecin qui doit faire ces étapes, ces démarches-là? Habituellement, le médecin, ben, en tout cas, dans notre zone à nous autres, là, les médecins sont quand même assez compréhensibles. Comme si on peut faire un plan de sécurité avec le parent, puis qu'on n'a pas besoin de se rendre à une hospitalisation, ils vont peut-être prioriser un plan de sécurité avec le parent. Mais même si l'enfant dit non, 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 moi je veux pas être hospitalisé, puis ben à ce moment-là, on va utiliser le fait qu'il n'est pas majeur, prioriser la Form 1, parce que la Form 1 a vraiment comme un tribunal associé à ça. Puis habituellement, ça touche plus les adultes de 19 ans qui seraient habituellement aptes à prendre une décision, mais là, on leur enlève ce droit-là d'être apte à prendre une décision, là. Est-ce Merci. que ça répond à ta question? Oui, oui, c'est ça la différence. Donc, à 19 ans, ça se fait ça, mais avant ça, le parent peut discuter avec le Oui. médecin, Ouais. c'est la décision. OK, parfait, merci. Oui. Ouais. Mm. Tu m'apportes au signe d'un besoin de consultation psychiatrique. Il arrive parfois que malgré nos efforts et les Je différentes vais juste techniques te faire utilisées signe. pour... Comme on avait dit, on est à 20 minutes, là, juste pour que tu saches, là. OK, perfect. Euh, il arrive parfois que malgré nos efforts et les différentes techniques utilisées pour désamorcer une crise, que ça soit pas suffisant. Dans certaines situations, le soutien professionnel peut être nécessaire. Je vous laisse quelques points sur la diapositive. Il s'agit des points généraux. Parce que chaque situation en crise de santé mentale est unique puis doit être évaluée au cas par cas. Parce que le contexte et l'histoire de nos jeunes vont toujours être terriblement importants à considérer. Qu'en résumé, il devient nécessaire de consulter quand on voit que la personne en crise ou son entourage est exposé à un danger qu'elle menace de se blesser ou de blesser quelqu'un d'autre, qu'elle agit de manière imprévisible dans la rue ou à la maison, ou qu'elle se fait du mal, qu'elle frappe quelqu'un, ou toute autre situation qui peut se mettre à risque, là, comme des fois monter sur le toit d'une maison puis qui refuse de descendre ou une conduite imprudente. Si la personne présente une perte de contact avec la réalité, c'est un autre signe d'un besoin de consultation. Si elle a comme des hallucinations ou des idées délirantes. Si le fonctionnement de la personne est gravement compromis, sauf si la personne ne peut pas effectuer ses tâches quotidiennes essentielles. Pour nos jeunes, ça peut ressembler comme il va plus à l'école, il parle plus avec ses amis, ni sa famille, il s'occupe même plus de son hygiène personnelle. Puis là, je veux pas dire comme qu'il clean juste pas sa chambre, là. Je veux dire vraiment comme tout en général. Euh, si la sécurité de la personne en crise ou des autres pourrait être compromise. Ça, c'est différent du premier point dans le sens que s'il joue avec des substances ou des objets différents, dangereux, excuse, ou s'il se dispute violemment avec ses pères, comme ses frères, ses sœurs, ses parents, ou si la personne éprouve, excuse, des grandes difficultés à retrouver son équilibre sans commettre des actes destructeurs, comme de l'automutilation, de la surutilisation de l'alcool ou de la drogue, des crises de colère incontrôlables ou de l'isolement extrême pendant plusieurs jours. Demander de l'aide, c'est une démarche de soutien, c'est pas un échec. C'est aussi le message que l'enfant peut percevoir dans ces moments-là. On n'hésite pas à consulter pour un bras cassé, mais la santé mentale mérite exactement la même attention. Tant quand ça déborde,
On se retrouve souvent dans une zone grise, taboue, où demander de l'aide peut sembler intimidant. Accompagner un jeune en crise de santé mentale, c'est reconnaître cette complexité-là, puis poser des bons gestes au bon moment. C'est la même chose que mettre le plat sur le bras cassé. C'est protéger, soutenir, puis agir avant que ça empire. Fait que, ce qui nous apporte à la consultation. En fait, la consultation, ça commence par la crise qui est impossible à désamorcer ou si vous observez un signe d'un besoin de consultation psychiatrique comme qu'on vient juste de voir. Vous pourrez ensuite choisir la ressource communautaire la Roxane, mieux appropriée. Oui. excuse-moi, t'as oublié pour une seconde, là, donc, si on peut juste Ah, reculer un petit peu. oui, C'est sure. correct. Ça, ça commence par la crise impossible à désamorcer ou les signes d'un besoin d'une consultation psychiatrique qu'on a vu à la diapo précédente. Vous pouvez ensuite choisir la ressource communautaire la mieux appropriée pour votre situation. Puis ça, je vais vous les présenter dans les prochaines diapositives. Par la suite, vous vous trouverez à la salle d'urgence. À ce moment-là, vous passez au triage comme d'habitude. Vous vous présentez à la salle d'urgence, vous allez au triage. L'infirmière va vous recevoir, elle va vous poser des questions. Vous pourrez raconter l'histoire qui vous y emporte. Si vous consultez dans un centre ayant une unité psychiatrique, de manière générale, il va y avoir une infirmière du triage psychiatrique qui va venir vous évaluer. Ça dépend quand même un peu du centre, puis ça dépend de la disponibilité de l'infirmière du triage psychiatrique. Mais habituellement, c'est avec elle que vous allez aller dans les détails. Parce qu'elle, elle est spécialisée là-dedans, puis elle va être mieux capable de trier les urgences de nature psychiatrique. Puis, c'est ça. Fait que si l'enfant ou le jeune est calme, parce que des fois, la crise passe, puis c'est à ce moment-là qu'on va aller consulter. L'enfant a le temps de se calmer un petit peu, puis là, on dit, OK, là, c'est assez, on a besoin de consulter. Mais si l'enfant est calme quand c'est le moment du triage, puis qu'il est capable de coopérer, ben ça se peut que vous attendez dans la salle d'attente de l'urgence avec votre enfant. Mais dans tous les cas que moi, j'ai vus, en tout cas, puis de l'expérience à la salle d'urgence que j'ai eue, on laissait jamais nos clients psychiatriques dans la salle d'attente. Parce que, tu sais, t'es en état de crise, nos jeunes sont déjà vulnérables au bout, puis les parents, souvent aussi, ils deviennent vulnérables dans des situations comme ça. Fait qu'on essaie de les accompagner directement dans une salle qui est à cet effet-là. Puis, d'habitude, nos cas psychiatriques ou avec différents troubles psychiatriques, on va les mettre dans une salle qui est là, ça dépend du sein. C'est soit que la salle, elle est proche du poste des infirmières, que les infirmières sont capables de voir en tout temps ce qui se passe. Puis habituellement, on va les installer dans une salle où il n'y a pas de place où il n'y a pas rien qui peut vraiment se faire mal avec. On veut vraiment sécuriser un lieu sécurisant. Mais dans d'autres centres, dans les plus grands centres, des fois, il n'y a pas de salles qui sont proches, qui sont accessibles. Fait que, comme si je pense à l'urgence d'Edmundston, il y a une salle qui est littéralement, il n'y a rien d'autre que la civière. Elle n'est pas proche du poste, mais il y a une caméra dans la salle. Puis ça permet aux infirmières d'avoir un œil en tout temps. Fait que nos enfants sont habituellement en sécurité dans ces salles-là. Par la suite, fait que là, je récapitule juste parce que j'ai parlé beaucoup, là, mais vous avez vu l'infirmière du triage, vous avez vu l'infirmière du triage psychiatrique si vous êtes dans un grand centre, puis vous y avez donné beaucoup de détails. Elle rapporte ces informations-là au psychiatre, qui est de garde. Ça, c'est un psychiatre ils font des gardes, c'est au hasard. Mais si vous avez un psychiatre pour votre jeune, ça se peut que ça soit un différent psychiatre qui va à l'urgence. Euh, Puis c'est ça. Fait que là, lui, le psychiatre, il va venir évaluer l'enfant. Si l'enfant est apte, qui est calme, puis qui coopère, l'enfant va avoir la chance de dire sa version de l'histoire. Puis habituellement, il laisse la chance aux parents aussi de laisser la version de l'histoire. À ce moment-là, le psychiatre va décider si l'enfant est admis, si qu'on change juste la recette de médicaments ou si qu'on commence un nouveau médicament. Ce qui nous emporte au point suivant. S'il y a une admission à l'unité, vous pouvez vous attendre à ce que votre enfant soit fouillé. Puis là, je dis fouillé en guillemets
C'est une fouille qui est respectueuse. Puis le but de ça, c'est juste de retirer tous les objets qui pourraient mettre sa sécurité à risque ou toutes ces électroniques, dans le fond. Parce que les électroniques sont juste remis dans des temps ciblés à l'unité, là. Ils n'ont pas accès à ça en tout temps. Par la suite, il va faire son séjour à l'unité. Habituellement, ils ont le droit à des visites. Puis, je viens de mentionner, ils ont le droit à leurs électroniques dans des temps ciblés. Puis, ils ont accès là, à plusieurs services. Donc, à service de l'ergothérapeute, ils ont les services de la psychologie, de la travailleuse sociale, du psychiatre qui est en tout temps. Puis, il y a les infirmières qui travaillent là 24/7. Ensuite, là, on a passé un peu le tour, là. On est rendu au congé de l'unité psychiatrique ou le retour à la maison si vous avez pas été si l'enfant n'a pas été admis. Si vous n'avez pas de psychiatre, vous allez être habituellement désigné un nouveau psychiatre à ce moment-là. Dans certains cas, le psychiatre peut avoir confiance en le pédiatre ou le médecin de famille pour poursuivre avec les choses. Au moment du retour à la maison, vous pouvez vous attendre à une fatigue émotionnelle, une vulnérabilité augmentée, puis un besoin de douceur de la part de votre enfant. Ça a été beaucoup de procédures inconnues, des lieux inconnus, des gens inconnus, du répétage d'histoires pour quelqu'un qui était déjà submergé émotionnellement à la base. Fait que c'est ça. Après ça, on poursuit avec les services à l'externe. Ça dépend un peu du congé. Dans le sens que si vous devriez avoir un rendez-vous, excuse-moi, dans le sens que vous devriez avoir un rendez-vous au minimum dans les 3 prochains mois avec un professionnel de la santé, que ce soit votre psychiatre, pédiatre, médecin de famille ou l'infirmière praticienne. Vous avez amplement le droit de demander pour un suivi plus rapidement si votre intuition vous crie que la date prévue est trop loin. Vous avez aussi le droit de demander au fournisseur de soins primaires une référence à un psychiatre si votre intuition vous dit que ça serait mieux. Parce que des fois, c'est ça, je dis un peu comme dans la partie du congé, des fois, le psychiatre, il ne voudra pas nécessairement s'engager dans des suivis à l'externe. Il va laisser ça au médecin de famille ou au pédiatre. Mais vous, en tant que parent, vous avez le droit de demander à votre fournisseur de soins de santé primaire de faire une référence. Puis là, vous allez avoir l'opinion de votre médecin. Des fois, ça se peut qu'ils disent non, je suis capable de gérer ce type de médicament-là, mais vous avez le droit de demander pareil. Puis après ça, pour les suivis, c'est ça. À part de ça, à l'externe, il y a d'autres services. Je vais vous repasser en revue plus tard dans la diapositive les services communautaires qu'on a, mais il y a vraiment comme les services de l'équipe enfants-jeunes. Il y a les services de psychologie en privé, puis etc. En tout cas, on va les passer dans l'autre diapositive pour ça. Alright. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. On tombe dans le rôle des parents en contexte de crise. Avant toute chose, j'aimerais vous dire quelque chose d'important. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. L'important, c'est d'être présent, disponible, puis de s'adapter à votre enfant, tenant compte de son histoire de vie. Être parent, c'est déjà une des choses les plus exigeantes qui existent. Quand on parle de crise en santé mentale, ça vient souvent toucher ce qu'on a de plus précieux. Ça peut profondément être déstabilisant. Et le fait que vous êtes présent ce soir, c'est que vous carez. Puis juste ça, c'est immense. C'est normal de se sentir inquiet, de douter, de pas savoir quoi faire, de pas savoir quoi faire, excuse. C'est normal d'avoir peur de faire mal, mais dans ces moments-là, rappelez-vous que la perfection, c'est pas ça qui fait la différence. C'est vraiment votre présence, votre disponibilité que vous démontrez à votre enfant. Votre enfant, il n'a pas besoin que vous ayez toutes les réponses. Il a besoin de sentir que quelqu'un est là dans sa souffrance. Que vous allez rester là, même si c'est inconfortable. Quelqu'un qui minimise pas qu'est-ce qu'il vit. Prendre la détresse au sérieux, c'est pas exagérer, c'est protéger. Puis demander de l'aide, c'est pas un signe d'échec. Au contraire, c'est un geste de courage, de soutien et d'amour. Vous n'avez pas à tout porter, puis vous n'avez pas à tout régler. Vous faites déjà de votre mieux, puis c'est ça qui compte.
Puis ça m'emporte à un exemple réel que j'ai vu dans le cas de la crise mobile. C'est l'exemple de Paul. Paul, c'est un ado de 15 ans. Un soir, tranquille à la maison, Paul sort de sa chambre et il dit moi, j'en peux plus, d'une manière vraiment agitée. Il quitte la maison à trottinette. Bon, n'en pensant rien initialement, sa tuteure, elle laisse aller décompresser. Les autres jeunes de la maison, eux autres, décident d'aller au centre de hockey-ball le plus proche. Puis en marchant sa cyclable, les jeunes ont vu la trottinette à Paul au bord de l'eau. Bon, ils se rendent tout de suite à la tutrice pour partager cette information-là. Fait que la tutrice, elle attend d'appeler Paul sur son cell, mais il y avait pas de connexion qui se faisait, ça pognait le répondeur tout de suite. Bon, elle écrit aux membres de sa famille biologique. Une membre de sa famille biologique en particulier, je devrais préciser. Elle découvre il avait fait mention qu'il était tanné, puis qu'il voulait plus être comme, essayez plus de me rejoindre, là. Moi, je suis tanné. D'une manière vraiment imprévisible à la conversation. Fait que la tutrice, elle sait plus quoi faire. Elle hésite un peu parce que Paul, il est quand même impulsif, puis il quitte souvent de cette manière-là, mais il revient toujours. La seule chose, c'est que là, il avait envoyé un message aux membres de sa famille biologique. Ça l'a un petit peu tracassé. Mais elle se sentait prise au dépourvu, la tutrice, excuse. Puis elle était déjà bien fatiguée de sa journée. Fait qu'elle a décidé de lancer un cri à l'aide à l'unité de crise mobile de sa région pour que ceux-ci apportent leur jugement critique, excuse-moi, leur jugement clinique pour évaluer la situation. Et puis faire un plan d'action. Fait que l'unité de crise mobile a pris en charge la situation, puis la tutrice, elle se sentit libérée de la situation parce qu'il y avait des professionnels qui allaient évaluer la situation, puis l'état de Paul pour déterminer le type d'aide que lui avait besoin pour cheminer cette journée-là. Fait dans les outils pour réparer, c'est vraiment les techniques de communication que vous utilisez. C'est un des bons outils que vous pouvez avoir dans votre coffre à outils. Un silence thérapeutique, faut pas oublier ça. Le ton de la voix que vous utilisez. Des questions ouvertes, vraiment, vraiment simples. Vous pouvez aussi utiliser du mapping. Le mapping c'est un outil très simple. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. L'important, c'est de noter la fréquence, la durée puis l'intensité des crises. Puis quand vous deviendrez plus habile, vous pourrez aller au quoi qui a déclenché la crise, où et comment se dérouler la crise. Ce type d'outil-là va vous aider à mieux vous rappeler, à mieux être prêt au moment des consultations ou à mieux voir les patterns. Ça peut même vous servir de renforcement positif qu'on peut utiliser comme visuel pour montrer à l'enfant son progrès. Ça peut être sur un calendrier avec des collants comme vert, jaune, rouge, par exemple. Puis là, vous pouvez écrire comme, OK, cette crise-ci a duré, c'était une rouge avec un 30 minutes. Puis, le but de ça, c'est pas de dire comme dans le moment de la crise, le but, c'est pas de dire à l'enfant, OK, là, ça s'aligne pour un jaune. Là, ça s'aligne pour un rouge. C'est vraiment pas ça. C'est simplement un outil pour y revenir plus tard puis faire une belle petite réflexion. Mais pour vous, en tant que parent, c'est vraiment pour les consultations, pour voir le progrès, puis c'est ça. Dans le fond, vous pouvez utiliser ça pour refléter un peu plus tard dans le temps, là. Après les mois passent, dire, as-tu vu en janvier comment c'était? Puis regarde en février comment est-ce qu'on est rendu. Je suis fière de toi. Euh, J'aimerais aussi vous partager des outils pour interpréter ou apprendre à l'enfant à reconnaître ses émotions. Ça, c'est le point suivant, là. C'est vraiment, euh, j'ai laissé le site Internet sur la diapositive, c'est interva.ca. Elle, c'est une éducatrice. Enfin, c'est Caroline Bellieu. Elle est québécoise, puis elle a tellement des beaux outils. Je vous partage sur la diapositive un peu un look de son contenu, de son site. Moi, je la suis sur les réseaux sociaux, puis souvent, elle partage les nouveaux outils qu'elle sort. C'est vraiment tout le temps récent. Il y a certains outils, par exemple, il faut que je vous dise que c'est payant. Mais la plupart du temps, ils viennent à rabais ou ils viennent même gratuits. Moi, je télécharge tout le temps à ces moments-là. Quand ça vient gratuit, là, quand je vois qu'elle pose que c'est gratuit,
Je vais sur son site, je télécharge ce que j'ai à télécharger. Il y a des catégories, c'est divisé par les âges, il y en a pour les parents, aider les parents. Même si on surfe sur son site, je suis à peu près sûre qu'on peut avoir des outils pour nous aider avec le mapping, là. Euh, Dans votre boîte à outils, en tant que parent, vous pouvez avoir un coin ou une trousse de retour au calme pour aider pour aider vos enfants dans les moments pré-crise. Ça peut être une boîte à lunch remplie de jouets sensoriels ou un coin dans la maison qui est tranquille, qui a pas de lumière, ouais, excuse, qu'il n'y a pas d'écran, qu'il y a des lumières plus tamisées ou des lumières naturelles, là. Comme moi, quand je visualise ça dans ma tête, un coin de retour au calme, ça serait un peu comme comparé avec l'atelier d'un peintre, où ce que, tu sais, la lumière est naturelle, que c'est calme, des plantes, tout un bel environnement calme. C'est un outil qui peut vous être utile pour des moments dont, tu sais, des fois, l'enfant rentre de l'école puis est déjà irritable. Ben, va dans ta pièce de retour au calme. Puis même à l'unité psychiatrique à Edmundston, on a une place qui s'appelle là, le nom m'échappe, mais ça a vraiment un nom particulier. Puis c'est une salle qui est toute blanche. Il n'y a pas de lumière de néon. C'est juste des petites lumières comme des lampes. Puis il y a des projecteurs avec comme des poissons. Des fois, les enfants peuvent choisir. Des fois, c'est des fleurs. Il y a de la musique calme. Puis il y a toutes sortes de chaises différentes. Fait que l'enfant peut s'asseoir sur une poche à bois, peut s'asseoir sur une chaise qui basse, peut s'asseoir sur un banc bien carré. C'est vraiment pour rendre l'enfant confortable. Un autre outil qui pourrait être intéressant pour le parent, c'est vraiment utiliser des phrases d'affirmation. C'est un outil qui peut être utile pour augmenter l'estime de l'enfant, puis investir dans votre relation avec lui. Quand l'enfant se retrouve dans la zone verte là, du thermomètre que j'avais montré un peu plus tôt, euh, ça peut être comme des post-it qui sont mis sur un côté du miroir dans la salle de bain, que quand l'enfant va se brosser les dents chaque jour, il a accès à ça. Et ça peut être un 3 minutes que vous prenez avant de commencer la journée, puisque vous êtes ensemble avec votre enfant, puis que vous vous donnez un high five dans le miroir en vous disant, je suis intelligente, je suis forte, puis aujourd'hui, c'est une belle journée. Ça sonne vraiment cheesy, mais l'effet positif que ça apporte au courant de la pensée à long terme, ça a vraiment un impact. Puis le dernier outil que j'ai pas mis sur la diapo, mais qui est très important, c'est de prendre soin de soi en tant que parent. Ça sonne cheesy, ça et tout. Mais c'est juste que c'est pas tout le temps rose d'être parent. Puis vous êtes le point d'ancrage de vos enfants. Donc, n'hésitez pas à parler à quelqu'un, que ça soit un professionnel, un mentor, un ami ou quelqu'un de confiance. Que ça soit un groupe support même. Prenez un moment aussi des fois pour vous autres. Que ça soit pour vous donner une date night, pour lire un livre, pour aller au spa, prendre un café, peu importe ce qui résonne pour vous autres. Comme l'expression anglaise le dit si bien, You can't pour from an empty cup. Pour les ressources communautaires, j'en ai plusieurs à vous présenter. J'ai le service les ouais, est-ce que c'est Équipe Enfants Jeunes, en fait, ça a changé de nom récemment. Ça s'appelle maintenant le service de santé mentale et dépendance pour les enfants et les jeunes. Habituellement, les autres sont situés dans des écoles. Leur mandat, eux autres, c'est un service qui est sans rendez-vous. Vous avez aussi l'option de prendre un rendez-vous. Si vous appelez, vous dites, avez-vous de la place demain? Ils vont vous faire un rendez-vous. Mais si vous avez l'enfant qui est en crise, qui commence à se calmer, puis vous voyez le besoin de consulter, mais c'est pas vraiment l'urgence, vous pouvez vous rendre à votre service de santé mentale et dépendance pour enfants et jeunes. Il y a les centres de santé mentale communautaire. Habituellement, les centres de santé mentale communautaire sont réservés pour les personnes de 19 ans et plus. Mais dans notre mandat en tant que service, on a le mandat de répondre à tout le monde. Fait que si vous savez pas aller où l'équipe enfants jeunes de votre région ou que, mettons, la santé mentale, c'est plus proche, vous pouvez vous présenter avec votre jeune et un professionnel là, qui va vous accueillir, qui va vous aider à évaluer la situation. Puis, ils vont soit répondre aux besoins immédiatement ou ils vont vous diriger vers la bonne ressource. Il y a les services de crise mobile.
Les services de crise mobile, on le retrouve partout au Nouveau-Brunswick. J'ai pas mis toute la liste des numéros sur la diapositive parce que ça dépend vraiment des zones où vous vous situez, mais je vous invite à googler services de crise mobile Nouveau-Brunswick pour avoir toutes les coordonnées par rapport à ça. Tous les numéros sont là, puis c'est un service qui est offert par Vitalité. C'est gratuit. Ça, c'est un service qui est offert de midi à 8 heures à chaque jour, même les fériés, même les fins de semaine. Puis le service de crise mobile, son mandat, c'est vraiment de répondre à n'importe quel type de crise. Que ça soit pour vos jeunes, que ça soit pour un adulte, que ça soit suicidaire, que vous soyez juste incertain comment vous aligner, eux autres sont là pour répondre à vos questions. Il y a le service de voiture 67. Ça, c'est un nouveau service dans la région de Moncton et Dieppe et Riverview. Je suis moins familière avec ça parce que c'est pas dans ma région, mais c'est tout nouveau. Puis dans le fond, ça fait penser un peu à la crise mobile, sauf que la crise mobile, c'est juste l'infirmière ou la travailleuse sociale qui sera au domicile. Si qu'on juge par l'appel qu'on aurait besoin de la police ou de l'ambulance, des fois on les appelle d'avance, mais le service de voiture, lui, 67, là, la différence, c'est que c'est vraiment un membre de RCMP avec une travailleuse sociale. Fait qu'eux autres, en partant, ils y allent. Après ça, on a la ligne d'appel provinciale en santé mentale et dépendance. Eux autres sont là pour répondre à les questions à n'importe quel type d'âge. Vous pouvez être un parent qui appelle, vous pouvez avoir n'importe quel type de problème ou de crise devant vous autres. Vous pouvez les appeler, c'est 24/7. C'est un service gratuit. Puis j'ai laissé le numéro juste là. Il y a la ligne d'appel ou texto 988. Ça aussi, c'est un service qui est quand même assez récent. C'est un service qui est plutôt utile dans les cas de crise suicidaire. Si vous vous sentez suicidaire ou que votre enfant est suicidaire, vous ne savez pas trop quoi faire, vous pouvez vous aligner à envoyer un texto ou les appeler 988, puis les autres vont être capables de répondre. Ce sont des professionnels formés. Il y a aussi n'importe quel type de service psychologique privé. Euh, Ça non plus, j'ai pas mis rien de spécifique parce qu'au Nouveau-Brunswick, il y en a plusieurs un peu partout. Je sais que dans notre région, on a Imagigo, que je peux penser vite vite, et il y en a plusieurs autres. Ça, vous pouvez contacter les centres de services de santé mentale ou de santé mentale pour enfants et jeunes, puis les autres pourront vous diriger à mesure. Après ça, il y a le service d'urgence. Si la crise, elle est incontrôlable, la colère est incontrôlable, vous savez pas quoi faire avec ça, 911, c'est correct. Ils vont vous enligner eux autres. Après ça, il y a la ligne d'appel 211. Ça, c'est un service qu'on parle plus ou moins, je trouve, qu'on en parle pas assez. Tu sais, des fois, on est avec nos jeunes, on a des différents types de problématiques, on ne sait pas par où s'aligner, on ne sait pas si le service de santé mentale répondrait à notre besoin, ou peut-être qu'on a essayé et ça ne répond pas au besoin. La ligne d'appel 211, c'est un service où ce que tu appelles, puis tu expliques un peu ta problématique, puis eux autres te dirigent dans tous les programmes qu'on a au Nouveau-Brunswick. Eux autres, ils vont savoir exactement où t'aligner, ils vont pouvoir te décortiquer tout ça, puis ça peut être très utile des fois pour des parents. Après ça, il y a toujours le service de police locale. Ça aussi, le jeune, vous dites, OK, là, c'est assez, on s'en va consulter. Puis le jeune, il veut pas. Non, moi, je reste ici, puis non, moi, je vais pas à l'hôpital. Ben, on peut faire appel au service de police. Eux autres sont capables de répondre à ce type de crise-là. Puis, il y a une autre ressource bien intéressante, je devrais dire. C'est jeunessecheckoute.ca. C'est un service qui était, autrefois, je pense qu'on entendait plus parler comme en ligne, mais maintenant, il est disponible aussi par texte ou par appel. Il y a beaucoup de belles informations là-dessus. Et l'information sur l'automutilation, suicide, les troubles de nutrition, l'intimidation, vraiment de la belle information enrichissante là. Vous pouvez C'est du texter. help phone, mais en français, c'est ça? Je pense que c'est similaire, oui. Ok. Mm. Ouais. Fait que les jeunes peuvent texter ou les adultes peuvent texter en tant que parents, ou vous pouvez littéralement les appeler. Puis c'est ça. Sur le site Internet, il y a plein de belles pages, plein de belles ressources. Puis ça peut être même de quoi de pertinent à partager avec votre jeune, là.
Fait que sur ce, en fait, j'espère que vous retiendrez que chaque enfant ainsi que leur vécu est unique à considérer. Euh, que c'est correct de laisser votre enfant vivre sa crise, que chaque crise encadrée développe à petits pas la résilience de votre enfant, qu'une bonne relation, de la compassion, de l'écoute active sera votre meilleur outil. De ne pas hésiter à consulter un professionnel de la santé. Je vous remercie sincèrement pour votre temps, pour votre écoute, mais surtout pour votre engagement, de la part de vos petits et de vos grands. Merci, parce que votre participation à ce webinaire aujourd'hui met de l'emphase sur ce qu'il y a de plus précieux, votre désir de comprendre, grandir et d'offrir le meilleur à vos enfants. Chaque question que vous vous posez, chaque effort que vous faites, même dans les moments imparfaits, contribue à bâtir un environnement sécurisant et aimant. Votre présence ce soir est déjà une preuve concrète de ce que vous êtes en train de faire, la différence dans leur vie. Alors, merci d'être là, merci de vous investir, parce qu'au bout de tout ça, ça va être vos enfants qui vont en récolter les plus beaux fruits. Merci, Roxane. C'est bien gentil d'être venue avec nous ce soir. C'était une belle présentation.